Il était un titan de l'industrie, un prédateur en costume à 5 000 €, habitué à un monde qui se pliait à sa volonté. Elle était la femme qui remplissait son verre d'eau, un fantôme dans un tablier noir, totalement invisible. Dans son univers d'offres publiques d'achat hostile et de rachat par endettement, elle n'était qu'un bruit de fond insignifiant. Mais lorsqu'il fit glisser un contrat vieux de plusieurs siècles sur l'acajou poli, un document rédigé dans une langue oubliée depuis longtemps, il commit son erreur fatale. Il la regarda, ne vit qu'un uniforme et un visage las, et prononça avec mépris les quelques mots qui allaient faire voler son empire en éclats. « Vous ne pouvez pas lire ça. » Il n'avait aucune idée qu'il s'adressait à la seule personne sur la planète qui le pouvait. L'air de l'Aurélien, un restaurant si exclusif qu'il n'avait pas d'enseigne, était lourd de l'odeur de l'argent et des coquilles Saint-Jacques poêlées. C'était une atmosphère calculée, conçue pour que les clients se sentent à la fois suprêmement importants et douloureusement conscients de leur propre insignifiance s'ils n'étaient pas du sérail. Pour Clara Dubois, ce n'était que son lieu de travail. Depuis 3 ans, c'était la cage dorée où elle gagnait l'argent qui maintenait sa sœur Sophie en vie. Chaque soir, Clara se déplaçait dans le labyrinthe des tables avec une grâce exercée, presque spectrale. Elle avait 28 ans, mais sans santé sans. Les fines rides d'épuisement autour de ses yeux témoignaient de journées de 16 heures au restaurant, et de 8 autres avant et après à s'occuper de Sophie, à gérer ses médicaments et à se battre avec les compagnies d'assurance. Ses mains, bien que stables alors qu'elle versait un Bordeaux de 1982 pour un gestionnaire de fonds spéculatifs, étaient calleuses à cause de taches bien éloignées des murs tendus de velours de l'Aurélien. Ce soir-là, le silence oppressant du restaurant était amplifié. La table 12, la loge la plus privée avec une vue imprenable sur la ville, avait été réservée par Marc Terron, le PDG d'Apex Acquisition Mondiale. Terron était une légende à la défense. Un raideur d'entreprise connu pour sa cruauté. Un homme qui ne se contentait pas d'acquérir des entreprises. Il les consumait, ne laissant derrière lui que les profits des actionnaires et des communautés vidées de leur substance. Clara connaissait ce genre d'homme. Elle en avait servi des dizaines comme lui. Ils partageaient tous le même regard, une lueur prédatrice dans les yeux, un sentiment de droit si profond qu'il en devenait une aura physique. Ils traitaient le personnel comme des meubles qui pouvaient parler. Terron, cependant, était dans une classe à part. Il ne se contentait pas de l'ignorer. Il regardait à travers elle, son regard la balayant comme si elle était une colonne d'air. Il était flanqué de 2 avocats, des hommes aux costumes impeccables nommés Perrin et Gravier, qui reflétaient son attitude glaciale. Le vieil homme ne devrait plus tarder, grommela Terron, tapotant un doigt parfaitement manucuré sur l'écran de son téléphone. Espérons qu'il n'a pas oublié comment utiliser un taxi. Perrin eut un petit rire, un son sec et crissant. Il sera là, Marc. Il n'a pas le choix. La succession le saigne à blanc. Clara posa une corbeille de pain de campagne encore chaud du four sur la table. Personne ne la remarqua. Elle n'était qu'une paire de mains. En se retirant, elle entendit le commentaire suivant de Terron, une pointe de glace dans sa voix. C'est la dernière pièce du puzzle. Une fois que nous aurons la pointe Sterling, tout le projet du Fjord du Nord aura le feu vert. Nous construirons un complexe qui fera passer Monaco pour une plage publique. Sa voix suintait l'avarice, et tout cela pour le prix de l'orgueil d'un vieil imbécile gériatrique qui s'accroche à un tas de cailloux que ses ancêtres ont pillés à quelqu'un d'autre. Le mot Sterling s'accrocha dans l'esprit de Clara. Ce nom lui était familier, mais elle ne pouvait pas le situer. Son esprit était un rolodex de noms de produits pharmaceutiques et de calendriers de traitement pour la maladie auto-immune rare de Sophie. Il y avait peu de place pour autre chose. Son grand-père aurait su. Avant son décès, le professeur Alistair Dubois avait été un paléographe et historien de renommée mondiale à la Sorbonne, spécialisé dans les anciennes traditions juridiques germaniques et normandes. Son appartement, que Clara avait minutieusement vidé après sa mort, était une forteresse de langues oubliées et de tomes poussiéreux. Il avait passé des heures à lui enseigner non seulement les langues elles-mêmes, mais aussi la culture et la mentalité qui les sous-tendaient. Il déroulait des facsimilés d'anciens actes de propriété sur la table de la salle à manger, son long doigt osseux traçant les lettres complexes d'inspiration runique. La langue, ce ne sont pas seulement des mots, Clara, disait-il, ses yeux pétillants derrière d'épaisses lunettes. C'est une clé. Elle déverrouille la façon dont les gens pensaient, comment ils aimaient, comment ils se battaient, et plus important encore, comment ils se liaient les uns aux autres par des promesses. Un contrat moderne est une arme. Un ancien contrat, c'était un pacte d'âme. Clara avait hérité de son don pour les langues, une mémoire photographique pour l'écriture et la syntaxe. C'était un talent inutile, pensait-elle amèrement, pour une femme dont la vie tournait autour des pourboires et de la prochaine perfusion de Sophie. Ses rêves de carrière universitaire étaient morts avec ses parents dans un accident de voiture une décennie plus tôt, la laissant seule tutrice de Sophie. Les postes de professeur et les bourses de recherche avaient été remplacés par le calcul urgent de la survie.
Juste à ce moment-là, le maître d'hôtel conduisit un homme âgé vers la table 12. Il était grand et frêle, avec une tignasse de cheveux blancs et un visage gravé d'une dignité calme et lasse. Il portait une veste en tweed qui avait connu des jours meilleurs et s'appuyait lourdement sur une canne en bois. Ce devait être Monsieur Sterling. Il semblait totalement déplacé, une relique d'une époque révolue dans une pièce pleine de prédateurs numériques. Tyrone ne se leva pas. Il désigna le siège en face de lui d'un geste du poignet. « Sterling, heureux que vous ayez pu venir. Le temps, c'est de l'argent et vous me coûtez une fortune. » Monsieur Sterling s'assit lentement. « Monsieur Tyrone, c'est un voyage important pour moi, et une décision importante. »« La décision est prise, » dit Tyrone sèchement. « Nous sommes ici pour les formalités. Mes avocats ont les documents finaux. » Gravier, le plus jeune avocat, poussa un épais document relié en cuir au centre de la table. Ce n'était pas du papier. Clara le remarqua de loin alors qu'elle remplissait les verres d'eau à la table voisine. Cela ressemblait à du vélin. L'écriture sur la couverture n'était pas de l'anglais moderne. C'était une calligraphie élégante et anguleuse qui fit se hérisser les poils sur les bras de Clara. Elle ressentit une secousse, une lueur de reconnaissance si intense que c'en était un choc physique. C'était une écriture que son grand-père lui avait montrée une centaine de fois, une variante régionale spécifique du vieux français normand juridique, utilisée exclusivement pour les pactes fonciers dans les duchés du XIe et XIIe siècle. Elle était notoirement difficile, un hybride de droit coutumier normand et de cadre juridique latin du début du christianisme. Il y avait peut-être 5 personnes au monde qui pouvaient la lire couramment. Son grand-père en était une, et comme il le lui avait répété pendant des années, elle en était une autre. Comme nous en avons discuté, commença Perrin, l'avocat, de sa voix condescendante, il s'agit d'un simple transfert de titre pour les 400 hectares de terre côtière connus sous le nom de Pointe Sterling. En échange, Apex Acquisition Mondiale réglera les dettes de la succession et vous fournira une rente viagère. Monsieur Sterling fixait le document, le front plissé. L'acte original, les avocats de ma famille, ils ont dit que cela devait se faire de cette manière. Quelque chose à propos de la charte foncière étant inviolable. Elle devait être signée dans sa forme originale. Tyrone eut un sourire narquois, un sourire de loup prédateur. Pittoresque, n'est-ce pas? Une sorte de non-sens historique. Nous avons dû faire venir un spécialiste de Bayeux juste pour rédiger les addendums dans ce charabia. Ça a coûté une fortune. Mais si ça peut vous aider à vous sentir mieux en vendant l'héritage de votre famille, soit. Clara se figea. Ses devoirs, les autres tables, l'atmosphère oppressante du restaurant, tout s'estompa. La seule chose qui existait au monde était ce document et le mensonge qu'elle venait d'entendre. Un spécialiste de Bayeux pour rédiger un addendum. On ne pouvait pas simplement rédiger un addendum à un document comme celui-là. Les structures juridiques et linguistiques étaient hermétiquement scellées. Changer une seule clause aurait nécessité de reconsacrer l'ensemble du texte selon des principes qui n'avaient pas été pratiqués depuis 900 ans. Tyrone n'était pas seulement arrogant. Il mentait, mais pourquoi? Elle devait se rapprocher. Prétextant un besoin de vérifier leur corbeille à pain, elle s'approcha de la table, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Ses yeux se posèrent sur le vélin. L'écriture était encore plus claire maintenant. Elle pouvait lire parfaitement le titre. Le pacte foncier pour la Pointe Sterling. Et en dessous, d'une main légèrement différente, une sous-clause. Son souffle se coupa. Elle put déchiffrer quelques mots-clés, rançon ou prix de rédemption, et une dernière phrase glaçante, gardien de la loi. Son esprit s'emballa, reliant les points que son grand-père lui avait exposés des années auparavant. Ce n'étaient pas de simples actes de propriété. C'étaient des pièges dynastiques, remplis de clauses et de sous-clauses conçus pour protéger la terre pour la lignée contre tous les arrivants. Un prix de rédemption n'était pas un prix de vente. C'était une redevance payée pour suspendre temporairement les droits du propriétaire, des droits qui pouvaient se réactiver si certaines conditions étaient remplies. Et le gardien de la loi, c'était un tiers, un arbitre. Tyrone n'achetait pas cette terre. Il la louait sous un ensemble de conditions qu'il ne comprenait manifestement pas. Monsieur Sterling regardait les lettres complexes, son visage un masque de confusion et de résignation. Il se faisait escroquer, et il ne le savait même pas. Il était un mouton conduit à un abattoir qu'il prenait pour un ver pâturage. Tyrone vit l'hésitation du vieil homme. Avec un soupir d'impatience théâtrale, il se pencha en avant. « Écoutez, c'est de la clause de style. Du charabia historique. Ça dit, je possède la terre. Vous recevez votre argent. Simple. » Il fit un geste vague vers la serveuse, qui se trouvait à proximité, un simple accessoire dans la pièce. Il regarda Clara, mais pas vraiment elle. Il vit un tablier noir et un plateau. Et puis il prononça les mots qui allaient tout changer.
Avec un ricanement méprisant visant le texte ancien, et par extension l'héritage de M. Sterling, il agita une main dédaigneuse. Ce n'est pas comme si quelqu'un dans cette pièce pouvait même le lire. Vous ne pouvez pas lire ça. Le ricanement était universel, mais ses yeux s'étaient brièvement tournés vers Clara en le disant, l'incluant dans son cercle de mépris pour les non-initiés, les sans importance. L'insulte n'était pas seulement pour M. Sterling, mais pour elle, pour son grand-père, pour le savoir qu'il lui avait si amoureusement transmis. À cet instant, quelque chose en Clara bascula. Les années de désespoir tranquille, à ravaler sa fierté, à être invisible, se sont cristallisées en un seul point aigu de défi. Elle n'était plus seulement une serveuse. Elle était la petite-fille d'Alistair Dubois. Elle avait le choix. Rester silencieuse, récupérer son maigre pourboire et rentrer chez elle pour assister à la souffrance silencieuse de Sophie. Ou elle pouvait allumer une allumette dans cette pièce pleine d'essence. Elle redressa les épaules, posant son plateau vide sur un guéridon voisin. Le poids des murmures dans la pièce semblait soudainement insignifiant comparé au poids des mots sur cette page. Elle prit une profonde inspiration et s'avança. Le mouvement de Clara fut si inattendu qu'il brisa momentanément le tableau. Pendant une seconde, Mark Théron et ses avocats semblèrent penser qu'elle tendait simplement la main pour prendre un verre vide. Sa voix, quand elle s'éleva, était calme, mais portait le timbre clair et résonnant d'une certitude absolue. « En fait, dit-elle, les yeux fixés sur le document en vélin, je le peux. » Le silence qui suivit n'était pas le silence feutré et révérencieux d'un restaurant cher. C'était un vide mort et suffocant. 4 paires d'yeux se tournèrent vers elle. Monsieur Sterling semblait perplexe. Perrin et Gravier, les avocats, la regardaient bouche bée, comme si une chaise venait de parler. Le visage de Mark Théron passa par une série rapide de micro-expressions. Surprise, agacement, et enfin un amusement incrédule. Un rire bas et condescendant gronda dans sa poitrine. « Je vous demande pardon, » dit-il, sa voix dégoulinant d'un poison mielleux. « Qu'avez-vous dit ?»« J'ai dit que je pouvais le lire, » répéta Clara en s'approchant de la table. Elle pointa un doigt ferme sur le titre. Le pacte foncier pour la Pointe Sterling, établi en l'an de grâce 1088 sous le sceau du jarl Lacon-Magnusson. La spécificité de sa déclaration effaça le sourire narquois du visage de Théron. L'amusement avait disparu, remplacé par un sombre orage de fureur qui se préparait. « Qui diable êtes-vous »« Je m'appelle Clara Dubois. Je suis votre serveuse pour ce soir. » Elle soutint son regard sans broncher. Son cœur était un tambour frénétique contre ses côtes, mais sa voix était aussi calme qu'un lac gelé. Des années à traiter avec des médecins condescendants et des agents d'assurance sans émotion avaient forgé une armure d'acier autour de ses nerfs. « Éloignez-vous de ma table » siffla Théron, sa voix basse et dangereuse. « Maintenant. »« Monsieur Théron » intervint Monsieur Sterling, sa voix chevrotant légèrement, mais avec une nouvelle étincelle d'intérêt. Il se tourna vers Clara. « Jeune femme, en êtes-vous certaine ? C'est un dialecte très ancien et spécifique. »« C'est du vieux français normand juridique, de l'école de Coutances, » répondit Clara, son regard toujours accroché à celui de Théron. « Il se caractérise par son utilisation de métaphores juridiques et sa structure allitérative stricte dans les clauses contraignantes. Par exemple, » elle se pencha plus près, son doigt traçant une ligne de l'écriture, « cette section ici est le bouclier de la propriété. Elle n'accorde pas la propriété à perpétuité. Elle accorde une intendance conditionnée au respect des traditions de la terre. » Perrin, l'avocat principal, retrouva enfin sa voix. Il eut un rire forcé et incrédule. « C'est absurde. Elle invente tout. Elle a probablement vu un documentaire sur les Vikings. Marc, laissez-moi appeler la sécurité. »« Attendez, » dit M. Sterling en levant la main. Il regarda Clara, ses vieux yeux scrutant son visage. « Les traditions de la terre. Qu'est-ce que cela signifie ?» Théron frappa la table de la paume de sa main, faisant sauter les couverts. « Assez. C'est une réunion d'affaires privées. Vous êtes renvoyé. Prenez vos affaires et sortez de ma vue avant que je ne vous fasse arrêter pour espionnage industriel. » La menace était absurde, mais elle était destinée à intimider, à l'écraser pour la ramener au rôle silencieux et invisible qu'elle était censée occuper. Mais Clara avait déjà franchi la ligne. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. « Espionnage industriel », rétorqua Clara avec une pointe de glace dans sa propre voix. « Est-ce ainsi que vous appelez le fait que quelqu'un souligne les mensonges dans un contrat que vous essayez d'imposer à un homme âgé ? Vous avez dit avoir fait venir un spécialiste de Bayeux pour rédiger des addendums. » Elle regarda les 2 avocats. « Vous êtes son conseil juridique. Vous devez savoir que tout addendum à un document de cette nature devrait être rédigé sur un parchemin séparé, consacré par des témoins ayant le statut de propriétaire terrien.
Il n'y a pas de tel addendum ici. Ce document est scellé et unique. Vous n'avez rien ajouté. Vous espérez simplement que M. Sterling ne puisse pas lire les parties que vous ne voulez pas qu'il voie. Gravier, le plus jeune avocat, pâlit. La mâchoire de Perrin se crispa. Il savait qu'elle avait raison. Toute leur stratégie reposait sur l'ignorance, la leur et celle de M. Sterling. Ils avaient probablement payé leur spécialiste une somme considérable simplement pour leur dire que le document était sacro-saint, puis avaient parié que personne d'autre sur Terre ne pourrait jamais le vérifier. Théron se leva de son siège, une figure imposante de rage. Il était habitué à contrôler chaque pièce où il entrait, chaque variable de chaque accord. Clara était une anomalie. Il ne pouvait pas concevoir une serveuse qui parlait comme un professeur titulaire. « Je ne sais pas à quel petit jeu vous jouez », gronda-t-il en pointant un doigt tremblant vers elle. « Mais c'est terminé. »« Le jeu est le vôtre, monsieur Théron, » dit calmement Clara. « Et vous êtes sur le point de perdre. »« Monsieur Sterling, puis-je » Elle fit un geste vers le document. Le vieil homme hésita un instant, regardant le visage furieux de Théron, puis celui, incroyablement serein, de Clara. Il vit le désespoir et les mensonges dans les yeux du PDG, et il vit autre chose dans ceux de la serveuse, quelque chose de vrai. Il acquiesça lentement, délibérément. « Je vous en prie, continuez. » Théron semblait sur le point d'entraîner physiquement Clara loin de la table, mais le directeur du restaurant, un homme perpétuellement nerveux nommé Geoffroy, planait maintenant à proximité, attiré par l'agitation. Une scène était la dernière chose que la direction de l'Aurélien souhaitait. Théron était piégé par le décorum, même qu'il utilisait comme une arme. Avec une profonde inspiration, Clara posa le bout de ses doigts sur le vélin ancien et frais. Le contact fut électrique, une connexion à travers 1000 ans. C'était comme sentir la main de son grand-père sur son épaule. « Les premières sections sont standards pour l'époque », commença-t-elle, sa voix prenant un ton plus académique et assuré. Elles établissent la lignée du clan Sterling, le droit divin de leurs revendications sur la pointe, et les limites de la propriété marquées par des menhirs et la ligne de marée haute le jour du solstice d'été. Elle parcourut le texte, ses yeux volant à travers les lettres complexes. Il parle des devoirs de l'intendant, entretenir les cairns des ancêtres, permettre aux pêcheurs locaux d'accéder à la crique pour s'abriter pendant les tempêtes, et laisser une dîme de grains pour les oiseaux sauvages en hiver. Ce sont les traditions de la terre. Le non-respect de celle-ci est considéré comme une rupture. C'est du folklore, pas de la loi, se moqua Perrin, bien que sa voix manquât de conviction. Au XIe siècle, il n'y avait aucune différence, rétorqua Clara sans le regarder. Une promesse faite à la terre était une promesse faite à Dieu. Une rupture n'était pas seulement une affaire civile. C'était un péché mortel qui invalidait l'accord. Mais ce n'est pas la partie la plus importante. Son doigt s'arrêta sur un paragraphe densément écrit près du bas de la page, juste au-dessus de l'espace pour les signatures et les sceaux. « La voici », murmura-t-elle presque pour elle-même. « La clause d'héritage. » Elle leva les yeux vers M. Sterling. « Monsieur, ce contrat ne permet pas la vente de la terre. Pas au sens où nous l'entendons. Vous, en tant que descendant direct, pouvez accorder un don de garde à un étranger pour une période de 99 ans. En échange de ce don, le gardien, dans ce cas, Apex Acquisition Mondiale, vous verse un prix de rédemption. » « C'est la rente, » marmonna Gravier, fixant la page comme s'il voyait un fantôme. « Oui, » confirma Clara. « Mais le mot « rédemption » est la clé. Il implique que la terre est tenue captive et peut être rachetée. La clause stipule que si le gardien, M. Théron, ne respecte pas l'une des traditions que j'ai mentionnées, ou s'il tente de profaner le sol avec des structures qui ne sont pas en harmonie avec le paysage, ce qui, j'imagine, qualifierait un complexe qui fait passer Monaco pour une plage publique, le don de garde est immédiatement annulé. Le visage de Théron était devenu un masque de fureur blanche et froide. Le sang s'en était retiré, laissant ses yeux ressembler à des éclats d'obsidienne. Clara prit une autre profonde inspiration avant de porter le coup de grâce final et dévastateur. Et il est dit que lors de la rupture du contrat, la terre et toutes les structures permanentes construites dessus, chaque hôtel, chaque terrain de golf, chaque piscine, ne vous reviennent pas, monsieur Sterling. Elle fit une pause, laissant le poids de ses prochains mots s'installer dans la pièce silencieuse. Elles sont confisquées. Elles deviennent la propriété de celui qui identifie la rupture et garde le pacte, la propriété du gardien de la loi. Elle leva les yeux du texte vers les trois hommes, Théron, Perrin et Gravier. Ils n'avaient pas seulement mal interprété le contrat. Ils étaient volontairement entrés dans un piège à ours juridique vieux de 1000 ans. Ils pensaient acheter un morceau de littoral inestimable. En réalité, ils étaient sur le point de payer à M. Sterling une rente pour le privilège de construire un complexe de plusieurs milliards d'euros qui, au moment où ils commenceraient les travaux, serait légalement saisi par quelqu'un d'autre.
Ils finançaient leur propre destruction. Et le PDG ricanant n'avait aucune idée à quel point ces problèmes étaient sur le point de s'aggraver. La révélation flotta dans l'air, épaisse et suffocante. Le faible bourdonnement du restaurant, le tintement lointain des verres, les lumières de la ville scintillant à l'extérieur de la fenêtre, tout semblait appartenir à une autre réalité. À la table 12, un gouffre s'était ouvert, s'étendant sur 10 siècles. Marc Théron se tenait figé, son visage un tableau d'incrédulité luttant contre une horreur naissante. L'audace pure et magnifique des juristes normands du XIe siècle qui avaient rédigé ce document était quelque chose que son esprit du XXIe siècle, habitué aux échappatoires écrites en caractères microscopiques, pouvait à peine comprendre. Ce n'était pas une échappatoire. C'était une forteresse, et il venait d'essayer de la prendre d'assaut avec un bélier en plastique. C'est impossible, balbutia Perrin, son sang-froid de juriste brisé. Il passa une main dans ses cheveux clairsemés. Aucun tribunal au monde ne ferait respecter une clause aussi archaïque, aussi barbare. Vraiment? La voix de Clara était ferme. La France, et par extension ses territoires historiques comme la Normandie, a un système juridique construit sur le droit coutumier et la jurisprudence. La charte de la Pointe Sterling est antérieure à de nombreux codes juridiques fondamentaux. Elle n'a jamais été légalement contestée ou supplantée. Ce n'est pas seulement un contrat. C'est un document fondateur. Votre propre équipe juridique a conseillé à M. Sterling qu'il était inviolable. C'est pourquoi vous êtes ici avec ce vélin et non une impression moderne. Vous saviez qu'il était contraignant. Vous n'avez simplement pas pris la peine de comprendre à quoi il vous liait. M. Sterling regardait Clara, son expression mêlée d'une admiration profonde et bouleversante. Il baissa les yeux sur ses mains tremblantes, puis sur le document qui avait été le fardeau de sa famille pendant des générations. Il l'avait vu comme une chaîne, une relique qui le liait à un lopin de roche et de vent, tandis que sa fortune diminuait. Pour la première fois, il le voyait comme ses ancêtres l'avaient voulu, un bouclier. Le gardien de la loi, murmura-t-il, les mots ayant un goût étranger sur sa langue. Qui est ce gardien? Théron rompit enfin son silence. Sa voix était dangereusement douce, le calme à l'œil du cyclone. C'est une tentative d'extorsion, un complot. Vous deux, il pointa un doigt entre Clara et M. Sterling, vous avez manigancé ça. Le vieux propriétaire terrien folklorique et la serveuse rat de bibliothèque. C'est une petite arnaque pathétique. Clara faillit rire. L'arrogance était si complète, si absolue qu'il ne pouvait pas imaginer être battu par l'histoire et l'intelligence. Ce devait être un complot visant personnellement sa personne. Une arnaque que j'ai orchestrée depuis ma position en vous servant du pain tiède, Monsieur Théron. Une arnaque qui m'aurait demandé de passer des années à prendre une langue morte dans l'éventualité où vous tenteriez un jour d'escroquer un homme que je n'avais jamais rencontré dans le restaurant où je travaille pour payer les factures médicales de ma sœur. Les détails de sa vie jaillirent, chacun étant une petite pierre tranchante lancée sur son accusation absurde. Croyez-moi, ma vie n'est pas aussi intéressante que ça. Ces mots, si simples et si bruts, tranchèrent la tension avec le piquant de la vérité. Geoffroy, le directeur, qui s'était approché petit à petit, se tenait maintenant immobile, son visage un mélange de peur et de fascination. L'histoire se déroulait, et elle était bien plus grande qu'une simple plainte de client. Clara reporta son attention sur le vélin, sa concentration absolue. Elle n'avait pas fini. Il y avait une dernière pièce, un dernier mécanisme d'une exquise finesse dans l'ancienne machine juridique. Son grand-père lui avait toujours dit que ces anciens législateurs ne laissaient rien au hasard. Ils prévoyaient tout, la cupidité, l'ignorance, la trahison, et même le passage du temps lui-même. Le gardien de la loi, expliqua-t-elle, sa voix baissant légèrement, les attirant, n'est pas une personne prédestinée ou un membre de la famille de M. Sterling. Le pacte est clair, la lignée est protectrice de la terre, mais la loi elle-même a besoin d'un autre type de gardien. Elle parcourut les dernières lignes de la clause, ses lèvres bougeant silencieusement tandis qu'elle traduisait le vers juridique dense et poétique. Le gardien est défini comme celui qui a la sagesse de lire les runes du droit, la voix pour dire la vérité de l'écrit, et le courage de se dresser contre l'ombre du parjure. C'est un rôle à remplir, non un héritage. Alors, qui est-ce? Demanda Gravier, son esprit juridique essayant de s'accrocher à une entité tangible. Qui obtient le complexe hôtelier? Clara leva les yeux de la page. Elle croisa le regard brûlant de Marc Théron, puis les yeux interrogateurs des avocats, et enfin le regard plein d'espoir et de crainte de M. Sterling. Il ne s'agit pas seulement d'identifier la rupture, dit-elle lentement, s'assurant que chaque mot atterrissait avec la force d'un coup de marteau. Le pacte a été conçu pour protéger l'héritage Sterling contre des hommes puissants exactement comme vous, Monsieur Théron. Des hommes qui utiliseraient la force ou la richesse pour plier la loi. Les rédacteurs savaient que dans les siècles à venir,
leur langue pourrait être oubliée, leurs intentions obscurcies. L'héritage serait vulnérable. Ils ont donc intégré une sécurité, une récompense, une motivation pour s'assurer que quelqu'un aurait toujours une raison d'apprendre cette langue, d'étudier cette loi, de protéger ce pacte. Elle recula d'un demi-pas de la table, créant un petit espace clair entre elle et les combattants. Elle n'était plus seulement une participante. Elle était l'arbitre, la juge. La dotation de l'interprète. Elle a une deuxième partie. Elle fit une pause. Une nouvelle terreur glaciale commença à s'insinuer dans les yeux de Théron, une peur qui allait au-delà de la perte d'un marché. C'était la peur de l'anéantissement total. Clara continua, sa voix résonnant du poids des mots anciens qu'elle canalisait. Il est stipulé que la personne qui interprète avec succès le pacte pour un héritier de sang face à une tromperie délibérée, celle qui devient le gardien par son action, a droit à une partie du prix même utilisé pour subvertir le pacte. Elle se verra attribuer une dîme de la rançon. Perrin et Gravier échangèrent un regard horrifié. Ils avaient structuré le prix de rédemption non pas comme une simple somme forfaitaire, mais comme une rente complexe et massive, adossée aux actifs financiers d'Apex Acquisition Mondiale, conçue pour être versée tout au long de la vie de M. Sterling. Sa valeur totale était estimée à 10 millions d'euros. 10%. 1 million d'euros. Le chiffre flottait dans l'air, scintillant et mortel. Une somme d'argent qui changeait une vie pour n'importe qui. Mais pour Clara, c'était plus. C'était l'avenir de Sophie. C'était la libération du poids écrasant de la dette. C'était une bouée de sauvetage jetée à travers un abîme de désespoir. Théron comprit enfin. Le piège n'avait pas un, mais deux jeux de mâchoire. Le premier se refermerait sur son projet de plusieurs milliards d'euros. Le second se resserrerait sur les liquidités de son entreprise. Et le déclencheur des deux était la serveuse qu'il avait renvoyée sans une seconde pensée. Il émit un son étranglé et guttural, un mélange de hoquet et de rugissement. Non, non, c'est un piège. Un faux. Vraiment, lança Clara, sa voix vibrant d'un pouvoir nouveau. Monsieur Gravier, vous tenez un stylo. Monsieur Sterling, selon ceci, votre signature doit être apposée avec lui, ici. Elle montra un espace en bas. Et le gardien, Monsieur Théron, doit apposer son sceau d'entreprise ici, en utilisant sa propre chevalière trempée dans la cire. Dites-moi, Monsieur Théron, avez-vous apporté votre bague, celle avec le logo d'Apex Acquisition Mondiale? Parce que le pacte décrit spécifiquement le processus. Il semble que votre spécialiste ait fait un travail très approfondi pour vous dire exactement comment déclencher le piège vous-même. Théron toucha instinctivement la lourde bague en or à sa main droite. Le sang quitta complètement son visage. Il avait été si fier de ce bijou ostentatoire, un symbole de son pouvoir. Maintenant, ce n'était qu'une autre pièce de sa propre défaite. Il avait été méticuleusement conduit dans un labyrinthe conçu il y a un millénaire, et la personne qui tenait la carte était celle qu'il avait méprisée pour ne pas être capable de lire le panneau à l'entrée. Clara regarda M. Sterling, son expression s'adoucissant. « Monsieur, ce document garantit que la terre de votre famille ne pourra jamais être vendue ou modifiée de façon permanente. Vous pouvez accepter la rente de M. Théron. Et s'il creuse ne serait-ce que les fondations d'un hôtel, son projet et la terre reviennent à une fiducie gérée au nom de votre famille, supervisée par un gardien. Moi, qui est légalement lié et financièrement incité à la protéger. Ou vous pouvez refuser son offre, et il peut s'en aller n'ayant rien perdu d'autre que son temps et son orgueil. » Le choix appartenait à M. Sterling. Mais ce n'était pas du tout un choix. C'était un échec et Matt Théron s'affaissa dans sa chaise, son immense carcasse semblant rétrécir. Le prédateur était devenu la proie. Il regardait Clara, et pour la première fois, il la vit vraiment. Il vit l'intelligence dans ses yeux gris clairs, le fer dans sa colonne vertébrale, le pouvoir silencieux et dévastateur qu'elle exerçait. Et il comprit qu'il venait de commettre l'erreur la plus coûteuse de toute sa vie. Il n'avait pas seulement mal jugé un document. Il avait catastrophiquement mal jugé un être humain. L'onde de choc immédiate à la table 12 fut un silence assourdissant, ponctué uniquement par le son de la respiration haletante de Mark Théron. L'univers avait été réorganisé en l'espace de 10 minutes. Le pouvoir avait basculé, non pas avec le krach d'un marché ou la signature d'un contrat, mais avec la traduction d'une langue oubliée. Les avocats de Théron étaient en déroute. Gravier tapait frénétiquement sur son téléphone, cherchant probablement un précédent, une faille qui pourrait annuler un pacte millénaire. Perrin se contentait de fixer le vélin d'un air absent, le visage cendré, le visage d'un homme qui voit sa carrière, sa réputation et sa commission substantielle se dissoudre en poussière. Ce fut M. Sterling qui agit enfin. Il repoussa sa chaise, les pieds raclant doucement le sol poli. Il se leva, et bien qu'il s'appuyât encore sur sa canne, il semblait plus grand, plus droit.
La lassitude sur son visage avait été remplacée par une détermination qui semblait aussi ancienne que le document sur la table. « Je crois, dit-il, sa voix claire et ferme, que cette réunion est terminée. Monsieur Théron, votre offre, en l'état, est une insulte à mes ancêtres et une tentative de vol effronté. Vous n'aurez plus de mes nouvelles. » Il se tourna ensuite vers Clara, ses yeux brillants de larmes de gratitude non versées. « Mademoiselle Dubois, je me trouve entièrement votre obligé. Je ne sais comment. » « Vous ne me devez rien, monsieur, dit doucement Clara. Je n'ai fait que traduire les mots. La force était déjà là. Peut-être, acquiesça-t-il lentement. Néanmoins, je serais honoré si vous me permettiez, ainsi qu'à mon avocate, de vous contacter demain. Il y a beaucoup à discuter. Il lui tendit une carte de visite simple et élégante de son portefeuille usé. Elle ne portait que l'inscription « Guillaume Sterling » et un numéro de téléphone. Avec un dernier regard cinglant à Marc Théron, Guillaume Sterling se tourna et s'éloigna. Il ne se déplaçait pas comme un vieil homme frêle, mais comme un roi réclamant son trône, sa canne frappant un rythme régulier et victorieux sur le sol. Dès qu'il fut parti, le sang-froid de Théron vola en éclats de manière spectaculaire. Il se jeta sur ses pieds, son visage contorsionné dans un masque de pure rage. « Vous » rugit-il, sa voix résonnant dans le restaurant désormais silencieux. Tous les regards étaient tournés vers leur table. « Vous croyez que vous avez gagné ? Vous croyez que vous pouvez m'humilier ? Je vais vous détruire. Je vais vous ensevelir sous les litiges jusqu'à ce que vous et votre sœur malade mendiez dans la rue. Je trouverai tous les squelettes dans votre placard et je les accrocherai sur un panneau d'affichage. Vous n'êtes rien. » La mention de Sophie fut un coup bas, une frappe vile et ciblée destinée à la blesser là où elle était le plus vulnérable. Mais cela eut l'effet contraire. Cela éteignit la dernière lueur de peur dans le cœur de Clara et la remplaça par une fureur froide et dure. « Vous avez raison, monsieur Théron, » dit-elle, sa voix dangereusement calme. « Je ne suis rien. Je ne suis qu'une serveuse. Mais vous ne vous battez pas contre moi. Vous vous battez contre un jarl du XIe siècle, 10 générations de Sterling, et toute l'histoire juridique de la Normandie. Vos menaces sont vaines. Vous n'avez aucun pouvoir ici. » Elle se pencha légèrement. « Et si jamais vous mentionnez à nouveau ma sœur, vous découvrirez que je connais aussi les anciens mots normands pour la vendetta. » L'intensité brute de sa menace, si étrangère et archaïque, le laissa sans voix. Il la fixa, respirant lourdement, et pendant un instant, il parut presque effrayé. Geoffroy, le directeur, se précipita enfin. « Monsieur Théron, s'il vous plaît, nous devons maintenir. » « La ferme, Geoffroy !» aboya Théron, retournant sa rage sur la cible la plus facile. Il jeta une carte de crédit noir sur la table. « Couvrez l'addition. Nous partons. » Il sortit en trompe du restaurant, Perrin et Gravier se bousculant dans son sillage comme des hyènes poursuivant un lion blessé. L'air à la table commença lentement à se normaliser, le poids oppressant de sa présence se levant. Clara resta là un long moment, son corps tremblant d'adrénaline. Puis ses jambes devinrent faibles. Elle s'affaissa sur la chaise que Théron venait de quitter. C'était fini. Elle l'avait fait. « Mademoiselle Dubois, » dit Geoffroy, sa voix un couinement nerveux. « Est-ce que ça va ? Que vient-il de se passer ?» Clara regarda son patron, l'homme qui ne la connaissait que comme une employée fiable qui n'était jamais malade. « Je crois, » dit-elle avec un sourire tremblant et épuisé, « que je démissionne. » Les jours suivants furent un tourbillon. L'histoire, comme Théron l'avait craint, ne resta pas confinée entre les murs de velours de l'Aurélien. Un des autres clients, un blogueur financier notoire, avait entendu suffisamment de la confrontation. Le titre sur son site le lendemain matin était explosif. Le PDG d'Apex, Marc Théron, humilié par une serveuse et un contrat millénaire. L'histoire devint virale. Le monde financier, qui fonctionne sur la confiance et la réputation, fut sans pitié. Théron, le requin invincible, avait été déjoué non pas par un rival d'entreprise, mais par une serveuse et un document médiéval. C'était une histoire trop parfaite, trop pleine d'orgueil démesuré et de juste retour des choses pour être ignorée. L'action d'Apex Acquisition Mondiale commença à chuter. Puis elle commença à plonger. Les investisseurs, déjà nerveux au sujet des dépenses en capital massives pour le projet du Fjord du Nord, paniquèrent. Le projet était mort. La réputation de Théron était en lambeaux, et la direction de l'entreprise était soudainement perçue comme incompétente et imprudente. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Pendant ce temps, Clara avait rencontré Guillaume Sterling et son avocate, une femme vive et bienveillante nommée Éléonore Martin. Ils ne se rencontrèrent pas dans un bureau étouffant, mais dans le bureau calme et tapissé de livres de l'appartement modeste de M. Sterling en ville.
Éléonore avait déjà fait vérifier le pacte par une équipe d'universitaires de la Sorbonne et de l'École des Chartes. Leur verdict fut unanime. Il était juridiquement inattaquable. La traduction et l'interprétation de Clara étaient, selon leurs propres termes, impeccables et brillantes. Les avocats de M. Théron ont été en contact, dit Éléonore, ses lunettes perchées sur le bout de son nez. Ils sont, pour le dire gentiment, désespérés. D'abord, ils ont essayé les menaces. Quand cela n'a pas fonctionné, ils ont essayé les offres. Ils sont prêts à vous offrir une somme substantielle pour signer un accord de non-divulgation et renoncer à votre revendication en tant que gardienne. Clara regarda M. Sterling. « Que voulez-vous faire, monsieur ?» « Pour la première fois de ma vie, je ne pense pas à l'argent, » dit-il, un sourire sincère ornant ses traits. « Je pense au vent sur la pointe. Je pense à mon grand-père m'apprenant les noms des oiseaux de mer. Cette terre n'est pas à vendre. Elle n'est pas à louer. Elle n'est pas à négocier. C'est l'âme de ma famille, et vous, ma chère, vous l'avez sauvée. » La décision fut prise. Éléonore envoya un rejet formel et sec de toutes les offres. 2 jours plus tard, la nouvelle tomba que Marc Théron avait été contraint de démissionner de son poste de PDG d'Apex Acquisition Mondiale. L'entreprise faisait face à de multiples poursuites d'actionnaires et à une enquête de l'AMF sur sa gestion de l'affaire. Son empire, bâti sur l'intimidation et l'arrogance, s'était effondré à cause de cela. Cet après-midi-là, un chèque de banque arriva par coursier au petit appartement de Clara. Il provenait d'un compte en fiducie mis en place par Éléonore Martin. Le chèque était libellé au nom de Clara Dubois. Le montant était d'1 million d'euros. Clara le fixa, les mains tremblantes. C'était une somme impossible, un nombre qu'elle n'avait jamais vu que dans le contexte des coûts médicaux prévisionnels de Sophie sur toute une vie. Elle s'assit sur son canapé usé, les bruits de la circulation de la ville à l'extérieur de sa fenêtre semblant lointains et étouffés. Elle pensa aux innombrables nuits qu'elle avait passées éveillée, à fixer le plafond, se demandant comment elle allait s'en sortir un autre mois, une autre année. Sophie sortit de sa chambre, enveloppée dans une couverture, le visage pâle mais les yeux brillants. « Qu'est-ce que c'est » Clara ne pouvait pas parler. Elle tendit simplement le chèque à sa jeune sœur. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Elle leva les yeux vers Clara, son expression un mélange de choc et d'incrédulité. « C'est vrai. » Clara retrouva enfin sa voix, une larme traçant un chemin sur sa joue fatiguée. « C'est vrai. » Sauf, murmura-t-elle en serrant sa sœur dans une étreinte farouche. « C'est vrai. Tu vas avoir les meilleurs médecins, les meilleurs traitements. Tu vas guérir. » Dans sa main, elle serrait encore la simple carte de visite que Guillaume Sterling lui avait donnée. Elle semblait plus lourde maintenant, comme une clé. Ce n'était pas seulement un numéro de téléphone. C'était un lien vers une nouvelle vie, une vie qu'elle avait gagnée, non pas avec un plateau et un tablier, mais avec son esprit, son courage et l'héritage durable de l'amour de son grand-père. Le poids des murmures avait été levé, remplacé par la promesse d'un avenir dont elle n'avait même pas osé rêver. La richesse, découvrit Clara, n'était pas une destination. C'était un outil. Et dans les semaines qui suivirent sa nuit bouleversante à l'Aurélien, elle le mania avec la précision d'un chirurgien. La première et la plus importante tâche fut Sophie. Armée du million d'euros, Clara n'était plus à la merci de la bureaucratie de l'assurance maladie et des médecins surmenés de la santé publique. Elle obtint une consultation avec le docteur Annabelle Rousseau, une éminente immunologiste dans une clinique de recherche privée de renommée mondiale près de Genève. Elles s'y rendirent en avion, en première classe, un petit luxe sur lequel Clara insista. Et pour la première fois, Sophie ne fut pas considérée comme un ensemble de symptômes ou un dossier, mais comme une personne. Le docteur Rousseau passa 2 heures avec elle, examinant l'histoire de Sophie, posant des questions que personne n'avait jamais posées à Clara auparavant sur les niveaux d'énergie de sa sœur, son humeur, ses espoirs. Elle proposa un nouveau plan de traitement expérimental, un plan qui était d'un coût prohibitif et donc jamais offert aux patients bénéficiant de régimes d'assurance standard. Ce n'était pas un remède garanti, mais il offrait quelque chose que Clara n'avait pas eu depuis des années, une base scientifique crédible pour l'espoir. Avec ce régime, expliqua le docteur Rousseau, sa voix calme et compatissante, nous ne nous contentons pas de gérer les symptômes. Nous visons à redémarrer son système immunitaire. L'objectif est une rémission à long terme. Le coût était astronomique, 250 000 d'euros pour la première année seulement. Une Clara plus jeune et plus pauvre aurait désespéré. La nouvelle Clara hocha simplement la tête et demanda où viraient les fonds. Regarder le soulagement envahir le visage de Sophie, voir la faible étincelle de son ancien moi vibrant revenir dans ses yeux valait chaque centime. C'était le son des chaînes qui se brisaient. Pendant que Sophie commençait son traitement, Clara s'occupa du reste de leur vie. Elle remboursa la montagne de dettes médicales qu'elles avaient accumulées.
Les lettres avec des avertissements rouges et menaçants cessèrent d'arriver pour la première fois de sa vie d'adulte. Elle engagea une conseillère financière, une femme sensée qui l'aida à investir judicieusement le reste de la somme, s'assurant qu'elle fructifierait et subviendrait à leurs besoins pour les années à venir. Elle vendit leur appartement exigu et mal isolé et acheta un condominium lumineux et aéré dans un immeuble calme avec un petit jardin, un endroit où Sophie pourrait s'asseoir au soleil sans être submergée par le bruit de la ville. Mais à mesure que les crises immédiates se résolvaient, Clara se retrouva avec quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis la mort de ses parents, du temps. Libérée des journées implacables de 16 heures, elle avait de l'espace pour penser, pour réfléchir. L'argent avait résolu ses problèmes, mais il ne lui avait pas donné de but. Ce but arriva sous la forme d'un épais paquet de la part de Guillaume Sterling. À l'intérieur, il n'y avait pas de paperasse juridique, mais une collection de photographies de haute qualité de la pointe Sterling. Clara les étala sur sa nouvelle table de salle à manger. Elle vit des falaises escarpées plongeant dans une mer turquoise, un croissant de sable blanc dans une crique abritée, et des collines verdoyantes parsemées de fleurs sauvages et d'anciens menhirs couverts de mousse. C'était un lieu d'une beauté primitive à couper le souffle. Il y avait aussi une lettre manuscrite. « Ma chère Clara, j'espère que cette lettre vous trouve, vous et votre sœur, en bonne santé. Éléonore me tient au courant de la spectaculaire déchéance professionnelle de M. Théron, ce qui, je dois l'admettre, m'apporte une sombre satisfaction. Mais je vous écris aujourd'hui non pas à son sujet, mais au sujet de l'avenir. Vous êtes maintenant, par la loi ancienne et l'accord moderne, la gardienne de la loi de cette terre. C'est un rôle avec des responsabilités, comme vous l'avez si éloquemment expliqué. Je propose que nous formions une fiducie, la fiducie de préservation de la pointe Sterling. Sa seule mission sera de protéger cette terre à perpétuité, de financer la recherche sur son écologie et son histoire unique, et de veiller à ce qu'elle reste un sanctuaire non souillé par la cupidité qui a failli la consumeur. Je souhaite doter la fiducie d'un don important. Mais elle a besoin d'un directeur. Elle a besoin d'un cœur. Elle a besoin de sa gardienne. Je ne vois personne de plus qualifié ou de plus méritant que vous. Je vous prie de l'envisager. Avec toute ma gratitude, Guillaume Sterling. Clara fixa la lettre, son cœur se gonflant. C'était ça. C'était le but qu'elle cherchait. C'était un rôle qui honorait son passé et assurait son avenir. C'était un travail que seule elle pouvait faire, un poste créé pour elle par l'histoire elle-même. Elle pensa à son grand-père, le professeur Alistair Dubois. Il avait passé sa vie à essayer de préserver le passé, de convaincre un monde tourné vers l'avenir que les mots anciens et les anciennes coutumes avaient encore un sens. Il s'était battu pour obtenir des financements, pour la reconnaissance académique, pour la simple idée que la connaissance était un trésor qui valait la peine d'être protégé. Vers la fin de sa vie, il s'était découragé, sentant que l'œuvre de sa vie était considérée comme un passe-temps désuet et sans pertinence. Maintenant, Clara avait la chance de donner à son travail un héritage puissant et tangible. Elle prit le téléphone et appela sa conseillère financière. « Je veux créer une fondation caritative, » dit-elle, sa voix remplie d'une conviction nouvelle et puissante. Elle s'appellera l'Institut Alistair Dubois de linguistique historique et paléographie. Elle consacra une part importante de ses fonds restants à la création de l'Institut. Sa mission serait de fournir des bourses à des universitaires et des étudiants sous-financés qui, comme son grand-père, étaient passionnés par la préservation et la traduction des langues anciennes et en voie de disparition. Il financerait la numérisation de manuscrits en décomposition, soutiendrait la recherche sur le terrain et, plus important encore, montrerait au monde que ces langues mortes avaient encore le pouvoir de parler, de protéger et de changer des vies. En quelques semaines, Clara Dubois, l'ancienne serveuse, était devenue une philanthrope, la directrice d'une fiducie de préservation et la directrice d'un institut universitaire. Elle n'avait pas seulement échappé à son ancienne vie. Elle l'avait transformée en quelque chose de significatif, quelque chose qui résonnerait longtemps après son départ. Son dernier acte de transformation fut personnel. Elle s'inscrivit en cours du soir à la Sorbonne, la même institution où son grand-père avait enseigné, pour terminer officiellement le doctorat en linguistique historique qu'elle avait abandonné une décennie plus tôt. Entrer sur ce campus, non plus en tant que fille endeuillée contrainte d'abandonner, mais en tant que femme confiante et maîtresse de son destin, fut une victoire plus douce que n'importe quelle somme d'argent. Un soir, alors qu'elle se penchait sur un texte dans son nouveau bureau calme, son téléphone vibra. C'était une alerte d'actualité. L'ancien PDG en disgrâce Marc Théron dépose le bilan personnel. Il invoque des frais de justice écrasantes et une atteinte à sa réputation. L'article détaillait sa chute, la perte de son entreprise, de sa fortune, de son appartement de luxe et de son statut. Il était devenu un paria, un exemple édifiant chuchoté à la défense. Clara lut le titre, ressentit une brève et froide lueur de justice, puis supprima la notification. Marc Théron faisait partie de son passé.
Elle était occupée à construire l'avenir. 3 mois plus tard, Clara se tenait sur le bord d'une falaise à la pointe Sterling. Le vent avait un goût de sel et de pierre ancienne. La beauté sauvage et accidentée du paysage surpassait n'importe quelle photographie. À côté d'elle, Guillaume Sterling, devenu un ami cher, montrait du doigt la mer du Nord agitée. La vue du Jarl, dit-il, expliquant comment le premier signataire de l'acte avait voulu qu'elle soit protégée pour toujours. En parcourant les lieux, Guillaume lui montra les anciens menhirs et le cairn ancestral que Marc Théron aurait démoli pour un terrain de golf. Instinctivement, Clara posa une petite pierre sur le tas, un acte simple et silencieux d'une gardienne accomplissant son devoir. Elle comprenait enfin les leçons de son grand-père. Elle n'avait pas abandonné son monde. Elle s'était préparée à le défendre. Son nouveau but lui semblait aussi solide que le roc sous ses pieds. De retour à la demeure ancestrale de Guillaume, son téléphone sonna. C'était Sophie, sa voix plus forte et plus pleine de vie qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le traitement expérimental en Suisse faisait des miracles. Les médecins sont stupéfaits, Clara, dit-elle, sa voix pétillant de joie. Ils ont dit que je pourrais peut-être rentrer à la maison pour Noël. Des larmes montèrent aux yeux de Clara. Des larmes de pur soulagement. Tout ce pourquoi elle s'était battue semblait réel à cet instant. L'avenir de Sophie était assuré. Sa joie fut interrompue par un courriel urgent de son avocate avec pour objet un développement intéressant. Il contenait un rapport scanné d'un consultant universitaire de Bayeux, adressé à Marc Théron et daté de 6 mois avant leur réunion. Le sang de Clara se glaça en le lisant. Le document était une traduction complète et exacte du pacte de la pointe Sterling. Il détaillait la clause d'héritage, la confiscation de tous les bâtiments en cas de rupture et la dotation de l'interprète. Théron avait su. Il avait été au courant de chaque clause, de chaque risque, de chaque détail du piège millénaire. Il n'avait pas été un imbécile ignorant. Il avait été un joueur suprêmement arrogant, pariant tout son empire sur la conviction que personne d'autre sur Terre, et surtout pas une serveuse, ne pouvait posséder la même connaissance. Son ricanement à l'Aurélien n'avait pas été une déclaration de fait. Ça avait été une prière désespérée. La profondeur de son orgueil démesuré était la véritable cause de sa ruine. Un an jour pour jour après cette nuit fatidique à l'Aurélien, Clara Dubois se tenait à un podium dans un amphithéâtre de la Sorbonne. La salle était comble d'étudiants et de professeurs, tous venus écouter la fondatrice de l'Institut Alistair Dubois. La serveuse lasse avait disparu. À sa place se tenait une universitaire confiante, sa voix claire et forte. Elle raconta son histoire, soulignant qu'une langue jugée morte avait sauvé un paysage vivant et démantelé un empire corporatif. La chute de Marc Théron n'était pas seulement due à une faille linguistique, expliqua-t-elle à l'auditoire captivé. C'était un échec de l'arrogance. Il a été vaincu par son incapacité à voir de la valeur dans une personne qu'il considérait comme invisible. Son message résonna profondément, inspirant une jeune étudiante qui avoua que l'histoire de Clara l'avait convaincue de ne pas abandonner son propre domaine d'études inutile. Plus tard, Clara était assise dans un jardin ensoleillé avec une Sophie saine et dynamique, dont le carnet de croquis était rempli de dessins de la pointe Sterling. Le million d'euros avait été la clé, mais le but était le foyer qu'il avait ouvert. Elle avait troqué le cliquetis des assiettes pour le bruissement silencieux des manuscrits anciens. Elle était une gardienne, une philanthrope et une sœur dont la promesse avait été tenue. Le poids des murmures avait disparu, remplacé par la puissance de sa propre voix, prête à écrire un avenir qui n'était pas encore tracé. L'incroyable parcours de Clara nous rappelle que les atouts les plus précieux que nous possédons sont souvent ceux que les autres ne peuvent pas voir. Notre savoir, notre intégrité et notre courage. Elle a prouvé qu'une seule personne, armée d'une compétence que le monde jugeait inutile, pouvait renverser un empire bâti sur l'arrogance. Son histoire est un témoignage puissant de l'idée que la vraie force ne réside pas dans le titre sur votre porte ou l'argent sur votre compte en banque, mais dans la valeur cachée que vous portez en vous. C'est un rappel de ne jamais sous-estimer la personne silencieuse dans la pièce. Si l'histoire de Clara, faite de justice et de force cachée, vous a inspiré, assurez-vous de cliquer sur « J'aime » pour nous aider à la partager avec le monde. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le savoir est le pouvoir ultime et abonnez-vous pour plus d'histoires inoubliables où ceux qui sont sous-estimés finissent par triompher. Qu'avez-vous pensé de la chute épique de Marc Théron? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous les lisons tous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine histoire.